Bonjour, bonsoir. Bonsoir Anthony. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Bienvenue à nos rendez-vous à Pico. Les rendez-vous à Pico, c'est un lieu d'échange, de solidarité et d'expression offert aux associations et artistes. C'est aussi la mise en place d'un lieu de vie pour tout public, multiculturel et interrelationnel, ce qui permet de se rencontrer, d'échanger et de partager un moment de convivialité ensemble. La MJC Pico souhaite maintenir un lien très fort avec les habitants de cette ville à travers la culture que nous leur proposons, telle que le cinéma, la musique, les activités, la jeunesse. Je vais laisser la parole à Anthony et Estelle pour nous parler un peu de leur parcours professionnel et de la passion pour leur stand-up. J'ai pas tout compris. T'as compris, toi, ou pas? Bah non, du coup, mais c'est pas... Ouais, c'est bien. Non, on plaisante. C'est pas sympa. Salut, merci à tous de nous recevoir. Alors oui, on voit les moyens qu'il y a à Pico, hein, donc on va être obligé de se passer. Je sais pas s'il y a un responsable qui regarde cette vidéo, mais voilà, on a besoin de thunes clairement pour investir, donc n'hésitez pas pour 2021 voire 2022. Voilà, ça c'est fait. Estelle, ça va? Bah ça va et toi? Voilà, donc on va faire l'interview ensemble. C'est n'importe quoi. Là, ils ont dit restez comme vous êtes. Allez, on est nous. Alors, c'était quoi déjà ta question? Rappelle-nous. Non, c'est Comment- juste vous présenter un petit peu, dire qui vous êtes, votre Alors, parcours qui on professionnel, est tout ça. Comme je suis un mec galant, je laisse le micro à Estelle et ça me permet en même temps de réfléchir. Voilà. Bah moi, je m'appelle Estelle, du coup. C'est important de le préciser. J'ai 17 ans. Je pense que c'est la première fois que je peux le dire sur scène avec le Covid, que j'ai officiellement 17 ans depuis plus de 3 mois quand même. Et je suis encore au lycée. Voilà. Et à côté, je monte sur scène et je fais de l'humour. Et toi, qui es-tu, Anthony? Je m'appelle donc Anthony Aguilar, j'ai 15 ans, moi pour le coup. Voilà, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui sur scène à la MJC Pico. Alors qui on est effectivement, Estelle l'a dit, donc elle est encore au lycée, mais à côté c'est une humoriste qui a beaucoup de talent. Voilà, elle fait partie donc de l'association Les Humoristes de Cannes, dont je suis le président. Et à côté, elle est membre aussi de l'Aguilar Academy. Donc c'est des choses qu'on va voir ensemble dans quelques instants avec tes magnifiques questions que tu as préparées. Voilà, donc je suis humoriste moi depuis pas mal d'années maintenant. Je suis humoriste pro, j'ai la chance de vivre de ce magnifique métier. Et je fais principalement du stand-up. Mais là, il faut m'arrêter parce que je vais partir à tout raconter et ça va bouffer toutes tes questions. Vaut mieux que tu passes à la question numéro 2. Ouais, la question numéro 2, justement, comment êtes-vous devenu humoriste, vous deux? Alors, comment je suis devenu humoriste? Alors moi, je suis tombé bêtement là-dedans. En fait, j'ai toujours fait l'imbécile à l'école, clairement. Et donc j'imitais mes profs, j'imitais les copains, etc. Et puis j'ai commencé d'abord imitateur. Après, parce que je faisais beaucoup de foot américain, il y avait les entraînements, il y avait les filles, ça commençait à me travailler. Il fallait passer le permis de conduire, j'ai arrêté. Et quelques années après, j'ai ma meilleure amie qui était sur Paris, vous allez tout connaître de ma vie, est descendue donc dans le sud. Et au lieu de se faire un resto ou aller boire un verre ensemble, on s'est dit on va aller voir un spectacle. À ce moment-là, j'ai rencontré un humoriste connu, que connaît très bien aussi Estelle, qui s'appelle Anthony Joubert. Et il n'était pas connu comme aujourd'hui. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'adore ce que tu fais. Franchement, ça me donne envie de remonter sur scène. Et il m'a dit, bah écoute, dès que je reviens dans 3 mois à Nice, tu fais ma première partie. Donc j'étais en stress, etc. J'ai écrit des vannes, j'ai fait sa première partie. Et ça s'est très très bien passé. J'ai commencé à faire toutes ses premières parties. Eric Collado était dans la salle, m'a vu, m'a dit, écoute, si tu veux faire mes premières parties également. Et puis voilà, je suis rentré là-dedans jusqu'à avoir un spectacle entier. Voilà comment je suis devenu humoriste. Et toi, Estelle? Ah, mais moi aussi, je suis tombée là-dedans un peu par hasard. Enfin, on va dire que moi, de base, je postulais pour des castings, pour des séries et des films. Casting où je n'ai jamais été sélectionnée d'ailleurs. Si vous voyez ça, je vous en veux. Et je suis tombée sur une annonce d'humour à Lyon. Puis je me suis dit, oh, pourquoi pas et tout. Et je l'ai fait. Et comme par hasard, j'ai été sélectionnée pour ça. Alors, on était super heureux et tout. Et un jour avant de partir à Lyon, on a découvert que la personne avait 3 identités différentes. Qu'elle faisait monter que les jeunes filles. Et du coup, à partir de là, j'ai rencontré celui-là. Voilà, il m'a dit j'arrive à 10h au magasin de ta mère, il arrive à 17h. Il faut quand même préciser parce que c'est bizarre comment tu racontes l'histoire quand même. Hein. Tu es en train de parler d'un mec qui a 3 identités, c'est un petit peu louche, tu montes à Lyon, mais finalement j'ai rencontré celui-là. Dis quand même que je suis une personne sérieuse. Non, c'est vrai que c'était rigolo cette histoire. On avait un ami en commun qui me prévient, qui me dit j'ai une jeune humoriste qui veut monter sur Lyon. Bon, très bien, moi j'étais pas au courant de l'affaire. Et en fait, à quelques heures de monter sur Lyon, je vois le profil du gars et ça me dit rien. Et j'appelle un mec qui s'appelle Ophir Azoulay, c'est un super pote à moi, humoriste, qui connaît tout Lyon. Et je lui dis tu connais ce mec-là? Il me dit ça pue. Je ne le connais pas. Je lui dis Estelle, ne monte pas. Effectivement, il avait 3 identités, il faisait monter que des jeunes filles. On a fait laisse tomber, on a annulé, t'as annulé ton billet de train, donc 80 € dans les dents.
Et finalement, on s'est rencontrés comme ça. Et quelques jours après, je lui ai dit, écoute, tu veux vraiment devenir humoriste? Et ben écoute, il y a un plateau que je vais animer, c'est les Plages du Rire, organisé par Gilles et Sabine Marsala. Et elle a fini 4e sur 12, un truc comme ça. Donc c'était plutôt pas mal. Et là, elle était à fond. Et depuis, elle me lâche plus. Ah, je veux faire de la scène, aide-moi, etc. Machin. Donc voilà. Et elle vient partout avec moi. Vous voyez, ce matin, je voulais venir tout seul. Ben non. Voilà. Alors dites-moi, y a-t-il des humoristes qui vous ont inspiré particulièrement? Ah, alors. Alors moi, avant de connaître Anthony Aguilar, du coup, comme il a dit, on connaît très très bien Anthony Joubert. Moi, j'étais très très fan de lui avant. Et encore maintenant. Ça, c'est... c'est vrai que ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup inspiré. Et aussi, merde, comment il s'appelle? Je vais prendre le micro, hein, ça sera un peu... Toi, t'es fan de gens, mais tu sais pas qui c'est, quoi. C'est génial. C'est génial. Ça va te revenir, ça va te revenir. Ça va être drôle, d'ailleurs, quand tu vas balancer son nom. Moi, pour répondre à ta question, moi, j'ai commencé, comme je te le disais tout à l'heure, plutôt imitateur. Donc, forcément, c'était des gens comme Laurent Gérard, des humoristes de ce type-là. Et aujourd'hui, clairement, c'est difficile de dire qu'il y a des humoristes qui nous... Bien sûr, on est un petit peu inspiré par un style. Après, aujourd'hui, pour un humoriste, c'est difficile de dire ça parce que tout de suite, on parle de copy comics. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a eu des problèmes, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des humoristes qui se sont un peu trop inspirés d'autres humoristes avec des vannes un peu trop similaires. Non, après, moi, je suis assez fan vraiment du stand-up. Vraiment beaucoup plus de stand-up. Mon premier spectacle, c'était beaucoup plus des personnages. Et aujourd'hui, donc, alors moi, c'est beaucoup d'humoristes américains. J'ai eu la chance de faire une tournée en anglais. En fait, je joue aussi en anglais. Donc, j'ai fait une tournée à travers l'Europe, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, beaucoup de stand-uppers américains. Pourquoi? On va en parler un peu plus tard. Parce que le stand-up, c'est comme ça. On arrive sans interfi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez? On va répondre plus tard. Bon, alors, en fait, c'est parce que... Oui, en fait, je fais moi-même l'interview. Bonjour, Anthony. Bonjour. C'est freestyle, c'est 18h, hein, c'est la fin de la journée. Ok, pose tes questions. Moi, je viendrai plus, hein, c'est pas bon accueil. Justement, la prochaine question, c'était pourquoi es-tu plus stand-up? Pourquoi je suis plus stand-up? Pourquoi je suis plus stand-up? Parce qu'effectivement, ça permet à déjà tout le monde de monter sur scène. C'est-à-dire que le stand-up, c'est comme ça, on arrive les mains dans les poches, on a un micro sans artifice et on enchaîne, on fait des blagues. Il n'y a pas besoin, comme au théâtre, d'ailleurs c'est l'histoire du stand-up, hein, un petit peu d'histoire pour vous. À l'époque, le théâtre était réservé à une certaine élite. Ça coûtait très cher de prendre des cours de théâtre. Et en Angleterre, à cette époque-là, il y a un mec qui est devenu fou, qui voulait vraiment faire du théâtre, qui est monté sur une chaise, donc qui est monté, donc tout stand-up, si tu parles anglais, qui veut dire être debout, et qui a dit non, mais moi, rien à battre. En gros, clairement, je vais faire mes blagues. Et il a commencé à jouer devant tout le monde, sans artifice. Il est monté sur sa table ou sur sa chaise. Je ne sais plus ce que j'ai raconté avant. Mais c'est ça, c'était dans un bar. C'est une chaise ou une table, peu importe. On sent le sérieux dans la recherche. Ouais, voilà. Et donc, il a commencé à faire ses vannes. Et voilà comment est né le stand-up. Et c'est vrai que c'est bien parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire des personnages, tu n'as pas besoin d'avoir des gros budgets décoration, contrairement à des pièces de théâtre. C'est juste viens comme t'es. Voilà, tu prends le micro, tu racontes ta vie. En plus, tu peux vraiment évoquer tous les sujets, tu peux discuter avec le public. Donc, en fait, il n'y a pas de limite dans le stand-up. Et ce qui est vraiment bien, c'est que maintenant, le stand-up en France, c'est vraiment en train de clairement se développer. Dans les années encore 60, 70, il y avait très peu de mecs, il y avait des Coluches qui faisaient du stand-up. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie génération de stand-uppers qui est en train d'arriver en France avec des vrais styles à nous. Et c'est cool parce que ça vient de partout. T'as vraiment, pendant longtemps, le stand-up, c'était plutôt certaines communautés, certaines personnes qui voulaient s'exprimer. Aujourd'hui, on a des vieux, on a des jeunes, peu importe ton origine, peu importe ton orientation sexuelle. T'arrives avec ton micro et tu racontes ton histoire. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est ouvert encore une fois à tous. Il n'y a pas besoin d'être « Oh là là, je ne sais pas raconter les blagues, je suis un mauvais acteur, etc. » Non, non, viens, prends ton micro et t'as ton style à toi. Voilà, et là j'ai soif. J'ai parlé pendant 1 heure. Ah oui, tu pourrais laisser le micro un peu à Estelle. Hein. Oui, alors que penses-tu du stand-up, Estelle? On vous l'a dit, c'est 18h, c'est freestyle. Il y a le couvre-feu, la police nous attend dehors. Donc voilà. Non, ben voilà, comme l'a dit Anthony, moi ce que j'aime beaucoup avec le stand-up, c'est le fait de pouvoir raconter son histoire. Bon, en rajoutant des... Oh, alors écoute-moi bien. Non, voilà, comme j'ai dit, c'est le fait de pouvoir raconter son histoire, arriver un peu les mains dans les poches. Enfin, ça dépend avec qui.
Mais c'est surtout ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes pour qui le stand-up, ça peut les aider à vaincre leur timidité ou même faire un peu comme une thérapie. Enfin, moi, je prends mon cas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément eu énormément de chance ou quoi. Et ça peut les aider un peu à s'exprimer, à dire ce qu'elles ont sur le cœur et à faire passer des messages. Et quand on débute, c'est vrai que c'est pas forcément merci. C'est pas forcément évident de commencer à faire des personnages, ça, et donc c'est une très bonne manière, déjà si on débute et si on n'a pas énormément les moyens d'avoir des décors, d'avoir des metteurs en scène, tout ça. Franchement, c'est une super alternative. Waouh. Non, et puis juste pour finir avec le stand-up, ce qui est vraiment cool avec cet art, c'est qu'on peut le jouer partout. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin d'avoir une vraie salle de spectacle. Nous, on a joué dans des bars, on pourra en parler de ça. On a joué dans des restaurants très bizarres. On a joué dans des salles de sport. On joue partout, en fait. Nous, on n'a pas de limite. Et ça, c'est le but du stand-up. Tu as un micro et c'est parti, quoi. Question suivante. Question suivante. Mais du coup, ça vous arrive d'écrire quand même, vous préparez à l'avance, vous écrivez. Comment vous décririez-vous Est-ce que tu penses vraiment qu'on écrit là depuis tout à l'heure? On ne sait jamais, peut-être que tout est préparé. Alors oui. Alors le stand-up, moi c'est mon style de stand-up, il y a beaucoup d'impro. C'est-à-dire que moi c'est ce que j'explique à mes petits jeunes. Préparer quand même bien sûr, hein, il y a un sketch, mais après tu as des humoristes, hein, par exemple quelqu'un comme Kairon, qui a 40 minutes de spectacle non écrit, c'est-à-dire qu'il va arriver, moi j'ai vu son spectacle, c'est incroyable à Paris, c'est-à-dire qu'il a des sketchs, mais à un moment donné, il va aller chercher le public, et ça va être de l'impro, et ça c'est génial. Enfin pour moi c'est le meilleur du stand-up, c'est-à-dire que tu vas arriver sur scène, tu vas repérer un type, on va dire bizarre, qui a quelque chose de particulier, et tu vas aller le faire remarquer. Attention toujours de mettre de manière sympa, pas de vulgarité, etc. Mais ça, c'est incroyable avec le stand-up, c'est que tu peux sortir en permanence. C'est-à-dire, tu commences ton sketch et tu rebondis. Et vous, monsieur, vous en pensez quoi? Et c'est génial, parce que dans un théâtre traditionnel, tu fais ton personnage, comme je pensais aussi, je suis allé voir des copains il y a quelques mois, hein, malheureusement, maintenant il n'y a plus de scène. Mais voilà. Ça va aller. Et ils étaient en concert, ils font leur musique, ils chantent, ils font leur truc. Même si le public n'écoute pas, même si le public... voilà. Ils font leur truc. Nous, le stand-up, c'est vraiment différent, puisqu'on a besoin quand même d'avoir des réactions, d'avoir des rires. Et donc, voilà, ça va vraiment dépendre, pour répondre à ta question, parce que je pars dans tous les sens. J'ai vraiment besoin d'un café. Et... Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que le stand-up, on écrit. Nous, pour notre part, on écrit des sketchs, mais quand même, il y a beaucoup d'impro. Notamment Yanis, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Lui, il s'amuse pendant 20 minutes, on l'arrête plus. Il va voir les gens, il fait rigoler avec ça. Après, Estelle et moi, on le fait un petit peu, mais un peu moins. On a beaucoup plus de choses écrites. Mais on a aussi des choses écrites, mais tu as l'impression que c'est pas écrit. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, là, j'ai déjà des vannes sur toi, si je veux, sur les femmes, cool. et je peux rebondir, tu vois. Vas-y. Non, voilà, tu vois, donc... on écrit, c'est vrai que ça peut faire penser à des gens qui arrivent vraiment, comme l'a dit Estelle, un peu les mains dans les poches, mais c'est travaillé. C'est travaillé. C'est vrai que des fois, ça fait borderline, mais il y a quand même un gros travail. Parce que la particularité du stand-up, encore une fois, une autre particularité, c'est que, si tu veux, on croit vraiment des fois que les types font que de l'impro, qu'ils n'ont rien écrit, que c'est pas bossé, parce que nous, on est beaucoup critiqués dans le milieu du théâtre et tout ça, on dit « Ah, mais il prend un micro, il fait n'importe quoi ». Mais non, c'est écrit, il y a un vrai travail, parce que le problème, c'est que les vannes que je vais sortir un peu plus tard, est-ce qu'elles sont drôles? Le truc, c'est que nous, ça nous fait rire, mais est-ce que ça te fait rire toi? Et ça, c'est incroyable avec le stand-up. C'est parce que je vois Jean-François, d'ailleurs, qu'on passe le bonjour, qui est à la réalisation, qui connaît la musique. Lorsque tu travailles un morceau de musique, lorsque tu es guitariste, tu sais si c'est bon. Tu peux arriver sur scène tranquille. Nous, le stand-up, on va arriver avec des vannes et on ne sait pas si ça va être drôle. C'est-à-dire que quand tu vas regarder, par exemple, Montreux Comédie, le mec qui va faire rire avec une blague, tu sais qu'avant, il l'a testé mais 500 fois. C'est-à-dire qu'il arrive à Montreux, il sait que ça va être drôle. Et c'est ça qui est terrible, c'est que nous, combien de fois on va sur des scènes, on a écrit quelque chose et on ne sait pas si c'est drôle. On est comme ça, on fait notre vanne, c'est bon, ça a rigolé, on a noté. On va la refaire une deuxième fois, une troisième fois, allez, c'est bon. Et c'est ça le stand-up. C'est que malheureusement, faut tester. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est ça, en fait. Avec le stand-up, c'est que beaucoup pensent que c'est pas travaillé, qu'on arrive vraiment les mains dans les poches, alors que sur, 100 heures d'écriture, à la fin, on n'en gardera qu'une, parce que les blagues, on va les tester, puis ça va peut-être marcher, à la MJC Pico, mais quand on ira jouer dans une salle de sport
de parcours, ça ne marchera pas forcément. Tout dépend aussi du public, ça dépend de plein de choses. Et c'est vrai que souvent, au final, les gens ils peuvent penser, oh putain, elle est pas drôle et tout. Non, c'est juste que c'est celle-là qui a pas marché. Et c'est pour ça aussi qu'on est beaucoup critiqué, parce qu'en fait, les gens pensent qu'on arrive en mode ouais, salut, au fait, je vous ai pas dit, alors que derrière, on a un vrai travail. Des heures, par exemple, Anthony qui chaque jour reçoit mes milliers de messages pour lui dire, hey, j'ai écrit ça, regarde, est-ce que tu penses que celle-là, je vais la tester? Est-ce que tu penses qu'elle va passer? Mais c'est ça le problème aussi actuellement, c'est qu'on peut même plus tester. Donc ça veut dire tout ce qu'on écrit, s'il faut, le jour où on va le tester, on aura écrit tout ça, pas pour rien, mais ça sera pas utilisable dans nos spectacles. Et ça, c'est vraiment dramatique, c'est horrible. Ah ouais, surtout avec la situation actuelle, là, c'est très compliqué. D'ailleurs, vous la vivez comment, la situation actuelle? Tu veux vraiment que je pleure, hein? Ouais, parlons de sujets qui fâchent. Alors, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. Après, bon, nous, on n'est pas les plus à plaindre. Voilà, clairement. Moi, j'ai le statut d'intermittent du spectacle. Estelle est encore chez papa-maman, donc tout va bien. C'est vrai qu'on n'est pas les plus à plaindre, mais économiquement, ça va, c'est survie. Psychologiquement, c'est super compliqué. Ça nous manque, mais vraiment, il y a un manque. Tu vois, là, aujourd'hui, on est face à toi, on répond à tes questions, on est sur une scène, face à une caméra avec un micro, mais qu'est-ce qu'on est heureux. Non, mais je te jure, c'est un truc de fou. Nous, on avait l'habitude de jouer toutes les semaines, tu vois. Il y a même des moments où on jouait tous les jours. Il y a des semaines, c'est la folie. Et c'est vital pour nous. Et de nous dire à chaque fois, les théâtres vont pas réouvrir, on n'a plus le droit de donner des cours, vous n'avez plus le droit de vous produire, je vais boire de l'eau, vas-y, relève. Alors, je vais le remplacer. Non, ce qui est dramatique, c'est que, comme l'a dit Anthony, économiquement, c'est vrai qu'on survit, mais c'est psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Si je prends mon cas personnel, c'est vrai que moi, la scène, c'est ce qui me motivait tous les jours. Enfin, ça veut dire que le matin, j'arrivais en cours, et puis à 18h, Anthony venait me chercher au lycée, et on montait sur scène, et on faisait ça tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Et même si on n'était pas sur scène, on allait se voir, on allait pouvoir travailler. Et c'est vrai que c'est dramatique de se dire qu'en fait, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir remonter sur scène, être face à un public, parce que c'est vrai qu'on a développé quand même, je parle pour tout le milieu du spectacle, il y a les TikTok, il y a Instagram, il y a Snap, il y a toutes les petites vidéos drôles qu'on va pouvoir faire, mais c'est vraiment différent, le contact avec la personne il est totalement différent. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais ça manque énormément de voir une personne qui, à la fin d'un spectacle, vient nous voir. C'était juste des petits contacts comme ça qu'on avait, ou même les gens qui nous regardaient, parce que derrière un téléphone, c'est totalement différent. Enfin, quand on fait une vidéo, on n'a pas la proximité qu'on pouvait avoir avec le public qui était là pour nous. Et même le fait de se dire, on ne sait pas quand est-ce que ça va réouvrir, c'est encore plus dur. Alors que, par exemple, le premier confinement, je me souviens quand il a dit le 11 mai, vous êtes déconfinés, on attendait le 11 mai. Nous, on s'était préparé à la réouverture, comme et tout l'été, on n'a fait que ça. On est parti jouer de partout, dans le Var et tout. Et là, ce qui est dramatique, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir réouvrir, quand est-ce que ça va pouvoir reprendre, et nous, quand est-ce qu'on va pouvoir rejouer. Et cette situation, elle s'applique pour tout le monde, hein, pour les cinémas, pour les restaurants, pour tout, en fait. Ouais, c'est surtout ça, tu l'as bien dit. En fait, c'est ce côté, ça y est, j'ai bu de l'eau. Je suis bien là maintenant, je vais être sérieux, je vais prendre ma plus belle voix. Effectivement, c'est très compliqué. Non, mais c'est très frustrant. Nous, voilà, on a appris que notre festival Le Rouret, on avait un partenariat avec la ville du Rouret, on devait organiser un festival d'humour, un truc vraiment sympa, qui a été annulé. Donc à chaque fois que le téléphone sonne, on voit un numéro qu'on ne connaît pas, qui n'est pas enregistré, on se dit... Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et effectivement, le nombre de dates, on avait une super date aussi à Cannes qui devait être organisée au Théâtre Croisette le 6 février, qui a été annulée. Et à chaque fois, c'est une nouvelle gifle, en fait. C'est surtout ça. Encore une fois, on n'est vraiment pas économiquement les plus à plaindre. On a des copains restaurateurs, des bars, c'est un véritable désastre pour eux. Mais nous, c'est surtout sur le plan psychologique. Comme l'a si bien dit Estelle, c'est hyper frustrant, quoi. En fait, on te prive de ta passion, quoi. Nous, on est vraiment à fond sur la scène. C'est vital, même pour nous. On a besoin, et je te dis, on est comme des fous. Tu sens l'émotion chez moi aujourd'hui. La fatigue, peut-être aussi. Mais d'être sur cette scène, et c'est surtout ça. Donc, on espère vraiment que ça va réouvrir, que toute cette saloperie de virus va vite se calmer, parce qu'on veut vraiment revenir sur scène, faire rire aux gens. Et pour rebondir sur ce que disait Estelle aussi, c'est tellement beau. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, dans la vie, à côté de poser des questions, mais si tu es artiste, à la fin... quand tu sors de scène, bien sûr, on prend de l'argent, ça c'est cool. Mais c'est surtout aussi
de voir cette petite mamie ou un enfant qui Mhm. vient te voir et qui te dit « Oh, c'était trop bien ce que vous avez fait, monsieur. J'ai adoré la blague quand vous parliez de sexe. » Enfin, voilà, tu vois, mais ça arrive, hein, il y a Les des petits enfants garçons qui viennent te viennent, il voir y a des pour dire enfants ça, qui oui. viennent nous dire ça. Mais c'est génial quand tu es après un spectacle, que tu as des gens qui Mhm. t'attendent. Alors qu'on n'est rien, on n'est personne. Estelle Garcia, Anthony Aguilar, ils sont personne. On n'est pas des stars, tu vois. Et de sortir et que tu as 10, 20, 40, des fois on a eu même jusqu'à 50 personnes qui attendaient avec des applaudissements, des photos. On est, oh putain, c'est génial, tu vois. Et ça, on n'a plus, on n'a plus. Voilà, question Ouais, c'est suivante. triste. Ah, pardon, elle veut parler encore. Ouais. Non, ce qui est surtout dramatique, c'est. Enfin, putain, j'ai un problème avec dramatique depuis tout à l'heure. Non, ce qui est fou là-dedans, c'est même quand on voit tout le cœur qu'on va mettre, par exemple, pour le festival du Rouret. Enfin, c'est vraiment des corps et âme. On était contents d'aller au rendez-vous et tout. Et c'est vrai que c'est de suite un peu. Mais ça nous dit. Enfin, franchement, ça nous fout mal quand, quand on reçoit l'appel pour dire bon, bah voilà, c'est annulé. Le problème, c'est que du coup, on est obligé. Nous, on veut continuer à mettre autant de cœur dans tout ce qu'on organise, dans tous nos événements futurs, même avec ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'on est obligé aussi un peu de se mettre sur la réserve pour éviter la déception qu'on va avoir si c'est annulé. Et même nous, on fait ça pour apporter, je sais pas, 1 heure de bonheur dans la vie d'une personne. Et on peut voir qu'au final, mais même les gens, ils en souffrent de ne plus pouvoir aller au cinéma, de ne plus pouvoir aller dans un théâtre. Comme il a dit, on est personne. Mais non seulement nous, ça nous faisait plaisir de voir que les gens, ils aimaient ça, qu'à la fin, ils nous attendaient. Et puis même eux, quand ils venaient nous voir, qui nous disaient, franchement, bah, ça m'a fait du bien, ça m'a fait rire. Alors qu'on est personne, on va pas trouver le vaccin du virus, on va pas... non, mais c'est pas nous qui allons enlever ça, mais nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est permettre de mettre le sourire aux gens. Waouh. C'est beau. C'est magnifique. Je pense qu'on peut C'est beau, s'arrêter hein. là-dessus. C'est beau. C'était Allez, Anthony merci, au Aguilar et revoir. Estelle Garcia. Merci. C'est beau, merci. Jean de Ah, pardon, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, donc, prochaine question. Oui. Oui, donc tu prépares un spectacle actuellement? Alors ouais, j'étais sur mon deuxième spectacle. Ce spectacle, il est vraiment drôle parce qu'il s'appelle Aguilar s'exprime. C'est un spectacle. Je suis content de le jouer, mais en même temps, je suis vraiment. On revient sur ce que je disais tout à l'heure sur le stand-up. En permanence, je réécris, je change des choses. Et au moment où ça commence à être abouti, il y a le coronavirus qui est arrivé. Yes. Et du coup, j'ai rajouté Génial. des choses dedans. Je parle du virus, forcément. J'ai un chien, je me suis marié. Donc, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie. Et tout ça, en fait, en permanence, je le change. Et j'ai pas le temps. Nous, la dernière fois que j'ai joué mon spectacle, ça remonte. C'était au Bouffe Scène, je crois. D'ailleurs, j'ai toujours pas envoyé la facture. Ça me fait penser. Et non, mais c'est vrai, j'ai besoin d'argent. Donc Estelle avait fait ma première partie et depuis j'ai plus joué mon spectacle entier. J'ai fait des petites scènes, des choses comme ça. Et donc ce spectacle, j'arrive pas à le terminer. Autant le premier spectacle à la poubelle, je l'ai bien exploité pendant plusieurs années. Et donc effectivement, ouais, j'ai écrit ce spectacle, mais je sais pas quand il sera terminé. Hein. Ah ouais. Vraiment, ouais, je change plein de choses tout le temps. J'arrive pas à le roder, c'est fermé, ça ouvre. Donc c'est vraiment problématique. Mais voilà, si tu veux taper Aguilar s'exprime, il y a déjà quelques vidéos déjà du spectacle qui est en cours. Estelle, parle-nous de ton spectacle. Ben voilà, moi, c'est mon grand projet de l'année 2021, malgré tout ce qui se passe. Je lance officiellement mon premier spectacle. Si normalement tout va bien, ça sera le 6 juillet. Hop, petit placement en même temps. On note, s'il vous plaît. Voilà, j'ai sorti l'affiche il n'y a pas si longtemps. Ben non, cette semaine, en fait. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps. Et voilà, donc ça s'appelle Est-elle vraiment si méchante? Avec un petit jeu de mots, ben, vous irez voir l'affiche. Ça nous pousse à faire en sorte que les gens aillent voir. J'ai besoin de vous là, vraiment. Faut venir. Faut venir le 6 juillet. 6 juillet, voilà. Je vous veux tous au premier rang. Voilà. Bon, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que c'est voilà, mon grand projet de l'année 2021. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois. Même ça va faire 1 an en fait. Je crois que je suis dessus avec toi. Donc j'ai vraiment hâte que ça aboutisse et de pouvoir être sur scène pour le jouer en entier. Et du coup, ils traitent de quoi vos spectacles, globalement? Alors moi, mon spectacle... Putain, je vais tout dévoiler là. Non, mon spectacle, ça va vraiment traiter de la vie en général, de ce qui peut arriver à chaque personne, des moments difficiles qu'on va pouvoir avoir, bon, avec humour bien sûr. Le but, c'est pas de finir en dépression, hein. Mais c'est vrai que pour un peu se dire, pour permettre de relativiser, se dire qu'à chaque problème, il va y avoir sa solution. Et que ce qui est important là-dedans, c'est toujours de garder le sourire et de garder un minimum d'espoir.
Moi, pour le coup, le jeu de mots, c'est s'exprime. Il y a un petit jeu de mots, effectivement. Je parle beaucoup de choses en dessous de la ceinture dans mon spectacle. Mais principalement. Alors, moi, dans mon spectacle, c'est super important, même si je parle de. Tout à l'heure, je faisais du stand-up. J'étais très stand-up. Je voulais vraiment faire un stand-up que tu n'as pas vu ailleurs. C'est-à-dire que dedans, il y a quand même quelques imitations. Moi, je parle beaucoup de la Russie. Je suis marié avec une Russe. Donc, je parle beaucoup de la Russie. Donc, il y a beaucoup de blagues là-dessus. Ma vie est en danger. Maintenant, clairement, je ne peux plus aller. Poutine m'a repéré. Non, voilà, donc c'est ça, c'est ma vie avant, mon ancienne vie de dragueur, et aujourd'hui l'évolution. Je parle de mon petit chien aussi qui s'appelle Grace. On pourra faire quelques blagues dessus tout à l'heure. Le mieux, c'est de venir voir le spectacle, en fait, clairement, c'est différent. Mais en gros, ouais, c'est un petit peu comme Estelle, puisqu'il y a le jeu de mots s'exprime. Je parle un petit peu de tout ce qui nous entoure. Je clash beaucoup les politiques qui me fatiguent, surtout en ce moment. Donc il y a tout un tas de parties, mais principalement, ça parle de ma vie qui a changé avec l'arrivée de cette Russe dans ma vie. Et voilà, donc j'en profite quand même pour placer quelques messages. Mais le fil conducteur, c'est principalement j'étais comme ça avant, on s'est mariés, voilà comment je suis aujourd'hui. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Ok, d'accord. J'aime bien les ok, voilà, très bien. Oui, tout à l'heure, tu nous as parlé de Aguilar Academy. Oui, exactement. Du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, la Aguilar Academy, je vois qu'il y a plein de gens qui font des gestes, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Alors, Aguilar Academy, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de formation de stand-up finalement en France. Ouais. J'ai des copains sur Paris qui font beaucoup d'écoles de stand-up. Donc, pour apprendre le stand-up, comme je le disais tout à l'heure, le stand-up, c'est vraiment un art qui est nouveau en France. Hein. Bon, on fait du théâtre, on fait de l'impro. Et la Aguilar Academy, je propose aux enfants, aux ados et aux adultes de venir faire du stand-up. Voilà, tout simplement. Il y a un peu de théâtre, il y a un peu d'impro milieu aussi, mais c'est principalement du stand-up. Donc si demain tu viens me voir, tu fais je viens pour du théâtre, ouais, je peux te donner des cours de théâtre, mais moi je vais vraiment mettre l'accent sur le stand-up. Donc je prépare des élèves comme Estelle et plein de petits jeunes à faire du stand-up. Le but c'est quand même, moi c'est assez, au début c'était plus en mode pump it up, on vient quand on veut, et là maintenant je change de truc, je fais non, on va travailler un spectacle ensemble. Si t'es vraiment motivé à faire du stand-up, moi je vais t'accompagner, aucun problème, je vais t'aider sur l'écriture, je vais t'aider, oui là maintenant je suis sérieux là, on arrête les bêtises. Je vais t'aider sur l'écriture, comment arriver sur scène, comment te poser, comment justement réagir face au public, etc., etc. Donc c'est ça, c'est simplement te former. Estelle le disait tout à l'heure, c'est pas forcément aussi pour que devenir des stand-uppers professionnels et des humoristes, non. Parce que le stand-up, c'est quand même une manière, notamment pour les grands timides, je suis un ancien grand timide, Estelle aussi, c'est une manière aussi d'arriver devant les gens et de prendre la parole, de dire ok, moi je veux pas faire comique, par contre je dois parler régulièrement devant 500 personnes, mais je suis comme ça, tu vois. Donc au moins, le stand-up, ça t'apprend... Je sais parler en public, voilà. Et c'est ce que j'explique à mes petits jeunes. Hein. Même si tu ne deviens pas une star de l'humour, c'est pas grave, ça va te changer ta vie. Parce que tu n'auras plus peur d'aller voir ce gars parce que tu le trouves mignon. Tu n'auras plus peur d'aller voir tes parents pour demander du fric, d'aller chercher un travail. Non, mais vraiment, je les forme à plus avoir peur. De quoi Pas du tout, pas du tout. Donc voilà ce qu'est la Aguilar Academy. Donc si 06 15 91 43. Ça, c'était quand je rencontrais des... Maintenant, je suis marié. Donc ça, je balançais mon numéro pour les filles. Maintenant, c'est appelez-moi pour prendre des cours à la Aguilar Academy. Franchement, c'est cool. Et il y a beaucoup plus d'infos, notamment sur notre site internet, leshumoristes-de-Cannes.com. Voilà, si les gens veulent des infos. Voilà. Je te donne plus le micro, on est en retard. Allez, vas-y, question. Ouais, je pense que la question, justement, la prochaine, je pense qu'Estelle, elle pourra mieux répondre. Du coup, c'est justement une question par rapport à tes jeunes de la Aguilar Academy. Comment est-ce qu'ils font pour concilier l'humour et les cours Alors, si j'étais une personne comme ça, je dirais tout ça, c'est grâce à l'organisation. Mais étant donné que je ne suis pas du tout organisée, comment je fais? J'essaye. Je sais pas. Alors, avant, j'avais un gros problème, c'est que pour moi, je ne dissociais pas. Pour moi, c'était tout le temps stand-up, stand-up, stand-up. Au lycée, dès que j'avais une heure de pause, Anthony, on devait s'appeler pour régler des trucs par rapport à ça, des festivals ou des événements. Et maintenant, j'essaye un peu plus de dissocier et de parler aussi au passage. C'est la fin de journée. Hein. On la refera ce matin. Non, ça veut dire que, par exemple, moi, cette année, je prépare le bac, comme Yanis et Ilan, en fait, les deux autres jeunes talents des humoristes de Cannes. Donc, on prépare le bac. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour ma part, c'est, par exemple, le soir, c'est maintenant, j'attends que tous mes devoirs soient faits, d'avoir révisé le bac blanc qui est dans 2 semaines. Et après, je vais me laisser vraiment un peu de temps pour moi, pour préparer tout ce qui va être mon spectacle ou même des trucs pas forcément sur scène. Mais c'est vrai que je vais, par exemple, avoir beaucoup de mal à travailler mes cours jusqu'à 3h du matin, me lever à 6h. Par contre, travailler mon spectacle jusqu'à 3h du matin, me lever à... Désolée s'il y a des profs qui regardent ça. Mais oui, désolée. Hein,
Moi, je rassure juste les parents qui me confieront leurs enfants. Non, la priorité, ça reste vraiment les cours. Moi, je leur dis, pour moi, le stand-up, bien sûr, ça peut changer leur vie, comme je disais, parler en public, etc., etc. Mais les cours sont beaucoup plus importants. Vraiment, c'est important. Donc, c'est un petit peu comme c'est pas un loisir, mais en même temps, ça l'est aussi. Donc, c'est un petit peu comme aller taper le ballon. C'est-à-dire, c'est important de faire du sport. C'est bien de faire partie d'un club sportif, aller, etc. Mais je leur dis les cours d'abord, et après, on voit que, voilà, bon, ça, c'est le message que je dis aux parents. Après, je dis, voilà, c'est histoire de rassurer tout le monde, tu vois. Non, oui, mais... Merci Estelle. Donc en fait, non, bien sûr, j'essaie, je fais quand même attention. Enfin, c'est quand même l'école en priorité. D'ailleurs, s'il y a des BTS qui veulent bien de moi, j'ai presque 15 de moyenne générale. Et étant donné que Parcoursup ouvre, voilà. Carnot et Bristol, voilà. Notez bien, c'est Estelle Garcia, elle veut rentrer. Donc si le dossier peut bizarrement arriver tout en haut de la pile, c'est bien. On t'écoute avec la question suivante. Oui, du coup, comment est-ce que tu considères tes jeunes talents ? Alors, c'est une très très bonne question, ça. Mes jeunes talents, oh là là, comment je les considère ? Bon, déjà, je les adore, franchement. C'est du pur bonheur, parce que mine de rien, je commence à me faire un petit peu vieux. Et même si je leur apprends des trucs, ils m'apprennent beaucoup de choses, notamment dans les réseaux sociaux. Moi, clairement, j'ai un moment donné, je suis complètement dépassé. Elle prend mon téléphone, elle me montre des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est marrant, parce qu'il y a quelques années, je me foutais de la gueule de mes parents, et maintenant, c'est eux qui se moquent de moi. Non, je suis très content de les avoir dans mon équipe. En plus, c'est plus que des élèves, ça devient même des amis. J'ai des amis de 17 ans, tu vois, c'est un peu bizarre. Non, ça devient des amis. Et puis en plus, il faut savoir aussi qu'ils m'aident énormément dans l'association. C'est-à-dire que Estelle, Yanis, Ilan, même maintenant on peut parler de la petite Anna qui nous rejoint dans l'équipe, qui a à peine 11 ans et qui est un véritable phénomène. Ils sont toujours motivés, c'est génial, quoi. Moi, je connais plein de jeunes, ils sont là, peu de tension, ils veulent rien foutre. Estelle, c'est la première, t'es une fille, pardon. C'est la première à prendre son téléphone et aller négocier des partenariats. Yanis, c'est le premier à prendre son ordinateur et nous faire un site internet. Ils ont tous leur... en fait, bien sûr, en tant que président, des fois, je donne un peu des ordres, etc. Mais ils prennent beaucoup d'initiatives. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est un petit peu la philosophie de l'association et de l'Aguilar Academy, c'est-à-dire il faut vraiment que le travail vienne de vous. Moi, bien sûr, je donne les bases, etc. Mais il y a un vrai travail personnel, si on pense uniquement spectacle. Mais à côté, c'est génial parce qu'ils sont en train de voir les deux côtés de la table. C'est-à-dire qu'Estelle, aujourd'hui, elle veut devenir artiste, mais en même temps, elle sait ce que c'est être une productrice, elle sait ce que c'est organiser un événement. Elle va bientôt savoir ce que c'est de gérer un bar. Tu vas gérer la buvette du festival. Non, mais plus sérieusement. Donc c'est ça, moi je les considère, j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux parce que c'est le vieux con qui va parler. Aujourd'hui, moi je vois vraiment la nouvelle génération, ça fait peur. Je prends même des jeunes des fois en stage qui sont beaucoup plus vieux qu'elles. Et ça fait peur. Alors, je sais pas comment, je me rappelle plus quand j'étais jeune. C'est vraiment le vieux con qui parle. Mais ils prennent énormément d'initiatives et ça, c'est juste génial, quoi. Estelle, tu peux lui demander un truc, elle va faire beaucoup plus que je lui ai demandé. Et en plus, elle te le fait dans l'heure. Oui, tu peux appeler un tel parce que Macron, il m'a pas répondu. T'inquiète, j'appelle l'Élysée. Et vraiment, non, mais elle est en pleine forme, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et d'ailleurs, je vais vous faire signer un contrat. Je vais au moins les bloquer pendant 3 ans parce que j'ai vraiment peur qu'ils me quittent à un moment donné. On verra ça avec ta mère plus tard. Question suivante. Vous emprisonner. Du coup, où est-ce que tu as vu le talent chez chacun de tes petits alors, je pars du principe que tout le monde a du talent, en fait. Après, on l'a tous d'une manière différente. Tout à l'heure, on parlait d'Yanis, et clairement, en termes d'impro, il est incroyable. Estelle, pour le coup, elle a peur de rien. C'est une psychopathe, elle fonce tête baissée. Donc ça, c'est un vrai talent. Après, il faut les canaliser. Voilà. Mais tout le monde a du talent, mais c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment un plus, quoi. Vraiment, il y a un truc. On n'est pas tous faits pour la scène. Moi, je connais des petits jeunes qui préfèrent, en plus, ils se sentent pas, qui préfèrent être en régie, gérer le son, les lumières. Heureusement que tout le monde fait pas la même chose. Mais en fait, pour voir le talent chez quelqu'un, moi, je les ai vus déjà sur scène. Le mieux, je les envoie à l'abattoir, en fait, clairement. Va sur scène, on va voir un petit peu. Ah ouais, non, moi, je les ai mis dans des situations, ils me détestent. Mais tout de suite, c'est dans des moments comme ça que tu vas voir quels sont les talents, comment Estelle va rebondir, comment Yanis va travailler ses blagues, comment Ilan va se sortir d'une situation. Le petit Ilan, pour info, quand on a lancé le gala de l'humour canois devant 500 personnes, il avait jamais fait de scène, le pauvre. J'ai dit, tu te souviens, tu veux faire de la scène? Il me dit, ouais, il était à fond. Je dis, vas-y, il va faire chauffeur de salle. Et il y avait 500 personnes qui attendaient parce qu'on avait 10 minutes de retard. Il était là, vous allez bien? Ouais. Et il a fait ça 26 fois. Et il a réussi à faire rire comme ça. Je l'ai foutu dans la merde, mais au moins, j'ai dit, tiens, voilà, il est... Donc je pense que c'est comme ça aussi que j'arrive à détecter leur talent en le mettant. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, mais non. Alors, non. On m'a dit il faut se dépêcher, alors on se dépêche. Non, le problème, on a fait les débiles au début.
Et là maintenant, on est dans le rush, quoi. Et voilà, non, mais... Oui. Il nous a vraiment mis dans des situations des fois où c'est pas qu'on a envie de le tuer, hein, mais mais on va se venger de toute manière. Et il sait très bien que on va se venger. On n'a peur de rien. Donc inquiète-toi. Voilà. Inquiète-toi, hein, parce que Cham Le Pay, il a toutes les scènes où tu nous as envoyées. Du coup, ont-ils un spectacle à eux? Alors Estelle, donc oui, elle a son spectacle à elle. Yanis est également aussi en train de préparer le sien. Normalement, avec le Covid, il aurait déjà dû sortir. Le pauvre, à chaque fois, c'est comme moi, c'est à chaque fois reculé. Finalement, c'est la plus maligne. Hein. Elle attend la fin du Covid pour sortir son truc. Si, on touche du bois. Hein. Ilan, pas complètement. Et Anna a bien avancé aussi. Mais aujourd'hui, c'est Yanis et Estelle qui sont les plus avancés. Et à 17 ans, avoir son propre spectacle, c'est bravo. Clap, clap. Voilà. Et du coup, quels sont vos projets pour le futur, si jamais vous en avez? Les projets, on en a énormément. Et justement, on est tellement frustrés de la vie que, alors 2021, on bombarde à... nous, on fait beaucoup de phoning, on contacte tout un tas de structures, notamment des mairies pour proposer des festivals. Les projets cette année, ça va être de décaler le Rouret, le fameux Rouret dont on a parlé, Rouret du Rire, dont on espère en fin d'année. On a bien sûr le Gala de l'humour cannois qui est un gros succès maintenant depuis 3 ans, qui va devenir en fait les humoristes de Cannes font leur festival. C'est un festival qui d'ailleurs il y aura une scène qui se fera, ils sont pas au courant MJC Pico. Hein, mais... voilà, on va venir jouer. Non mais ils seront d'accord, ils nous aiment bien, ils nous aiment bien. Chaque fois qu'on propose quelque chose. C'est vrai, voilà, le couteau sous la gorge. C'est un festival qui va durer 5 jours, voilà, clairement, avec des spectacles, un plateau, un tremplin jeune talent et même des spectacles en langue étrangère. On est en train de, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Il y a eu des spectacles en anglais, mais là, j'en dis pas plus. J'ai pas envie qu'on me vole le concept. Mais voilà, donc il y aura donc un peu partout dans Cannes, il y aura des spectacles avec nos partenaires comme la MJC Pico, avec Cannes Bel Âge, avec voilà différentes structures, avec Viva Association. Il y a toute la ville de Cannes. Ouais. Pendant 5 jours. Alors, on n'est pas encore sûr de la date avec tout ce qui se passe, mais l'idée, c'est du mercredi au dimanche. Et normalement, on devrait terminer avec un spectacle de magie ou d'hypnose, mais avec une petite connotation humoristique. Il y aurait pendant 5 jours des spectacles. Voilà, ça, c'est le gros projet. On en a parlé tout à l'heure, c'est Montsartou, 3 jours de festival. C'est pour l'association du papa d'Estelle. Donc, en fait, pendant 3 jours, il va y avoir le spectacle d'Estelle, un tremplin jeune talent. On vous invite vraiment à aller voir sur les réseaux sociaux. Voilà, Montsartou fait son festival, parce qu'on n'est toujours pas décidé sur le titre. Voilà, donc ça, c'est un gros projet aussi, parce que mine de rien, dans nos activités, Estelle est encore au lycée. Après, on a une structure, on est beaucoup dans l'association. Mais organiser comme ça 2 gros festivals, en plus de toutes les petites scènes à côté, on a le Cannes Comedy Club qui va se relancer, on a des projets vidéo, on a des projets, enfin, on a énormément de travail. Et comme je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, on parle que des 2 principaux. Voilà, ce festival à Montsartou, celui à Cannes. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a quand même un engouement. On sent que les gens sont frustrés. Moi, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Même si tout est fermé, on a beaucoup de gens qui nous contactent, qui nous disent non, on aimerait bien faire de l'humour, on aimerait bien faire du spectacle, etc. Donc, je pense que 2021, si tout se passe bien, voilà, ça va envoyer. Cool. On espère. Hein. Encore heureux que tu espères. Attends. Non, mais si, attends, clairement, j'en peux plus là. Du coup, est-ce que oui, parlez-nous de vos autres activités. Oula, tu veux commencer? Alors moi, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis lycéenne. Un de mes projets... Elle cherche l'amour. Fallait pas le dire maintenant, arrête. Tout est nu, là. Non, je suis lycéenne, du coup, ça c'est aussi un de mes projets personnels. Avoir mon bac, quand même. Hein, ça serait plutôt pas mal. Je pense que ça marquerait aussi le coup pour 2021. Donc je suis lycéenne et je fais aussi de la danse à côté. Enfin, quand il n'y avait pas le Covid, j'en faisais surtout. Et voilà, c'est bon, ok, vas-y, à toi de parler, c'est bon, je vais vite aller. Non, mais on se sent trop bien sur cette scène. Hein. Du coup, on est bien avec toi. Faudrait que tu viennes montrer ta tête d'ailleurs à la caméra, que les gens voient à quoi tu ressembles. Maintenant? Non, pas maintenant. À la fin, on verra. Ça te laisse le temps de te maquiller, si t'as le temps. T'inquiète, tranquille. Alors, mes activités à côté, il y en a beaucoup. Moi, j'ai toujours fait plein de choses à côté, et notamment beaucoup en ce moment avec le Covid, puisque je peux pas monter sur scène. Je fais de la télé, notamment en partenariat avec la MJC Pico. Qu'est-ce que vous montrez vos rouges à lèvres là? Vous faites quoi? Je comprends pas. J'ai vu, je voulais demander si j'avais pas
Ah, d'accord. Moi, je fais beaucoup de télé, donc notamment avec TV Pitchoun. J'ai travaillé comme chroniqueur sur Azure TV. On a beaucoup de projets, notamment avec TV Pitchoun. C'est en train de grossir. Pitchoun Media, c'est un super média, et encore une fois, qui est en partenariat avec la MJC Pico. On a fait ici des tournages. Donc, continuez. On a des projets radio, notamment Estelle n'est pas au courant, mais elle va être contente quand elle va faire de la radio. Donc, on va avoir notre propre émission radio. Ouais, mais c'est bien, je laisse des surprises un petit peu. Donc, continuez la radio, continuez la télé, continuez à produire. Des événements, ça ce sont mes autres activités. Accessoirement, je suis animateur micro, ça je m'éclate. Vraiment. Ouais, vraiment, clairement. Alors, je suis beaucoup plus sérieux, je rassure les gens qui vont nous regarder. Mais régulièrement, il y a des structures qui m'appellent pour animer, même des choses sérieuses au départ. Et ils me disent, bah voilà, si tu peux amener une petite dose d'humour, mais sur des trucs vraiment, des colloques de médecins, des choses comme ça. Et donc, je suis animateur micro, beaucoup le monde du sport. J'adore le sport et c'est un vrai plaisir des fois d'animer des matchs du genre. Allez, dans quelques instants, numéro 8, Estelle Garcia. Et on a les gens qui crient, et là, je suis chaud, voilà, tu vois. Et voilà, donc un petit peu mes différentes activités. Ouais, je t'ai pris comme joueuse, comme ça. Tu as été. Voilà un petit peu ce qu'on fait à côté. Parce que aujourd'hui, être juste humoriste, t'es morte. De toute façon, tu le vois, même les plus grands humoristes à côté sont chroniqueurs radio, font de la télé. Tu les vois faire des passages un petit peu dans des séries. Enfin voilà, t'es obligé aujourd'hui de te diversifier parce que la scène, c'est mort. Et puis pour remplir ta salle, tu as besoin aussi d'utiliser les médias. Donc il faut que tu sois sur les réseaux sociaux, il faut que, encore une fois, que tu fasses de la radio, de la télé. Et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on fait ça. Ok. Ouais. Très bien, ça lui va les réponses là. Ouais, merci. Parfait, très bien, très bien. Ouais. Parfait, Imhotep. Ouais. Peux-tu nous parler un petit peu? Oui, tu regardes l'heure. Ouais, non, ça va. Il nous reste à peu près 10 minutes avec les montages et tout. On est bien. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des humoristes de Cannes? Alors, les humoristes de Cannes, c'est vrai que j'en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais pas réellement de manière professionnelle et sérieuse. Alors, les humoristes de Cannes, c'est une association, c'est quelque chose que j'ai lancé il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Au début, c'est la fusion avec une autre association beaucoup plus vieille qui s'appelle le Cannes Comedy Club. C'est un plateau que j'ai lancé donc en 2012. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait, contrairement à des villes comme Paris, on n'avait pas de scène ouverte en fait. Et c'est vrai que tous les humoristes de la région qui voulaient jouer ne pouvaient pas. Et on était toujours obligé de prendre un avion, un train pour monter à Paris et s'entraîner. Et j'ai lancé le Cannes Comedy Club. Au début, c'était vraiment juste un plateau en mode détente et c'est devenu quelque chose de très gros. C'est parti ensuite sur les festivals dont on a parlé. Et je dis, il faudrait vraiment une autre structure qui va s'appeler les humoristes de Cannes pour partir vers plus de la production. Parce que c'est vrai que le Cannes Comedy Club, c'est plus la petite scène. Donc j'ai créé les humoristes de Cannes qui ont englobé le Cannes Comedy Club. Et le but de cette association, de cette structure, c'est un petit peu tout ce qu'on a évoqué depuis le début. C'est former des jeunes talents, continuer à organiser des plateaux, des festivals. C'est vraiment développer le spectacle, même beaucoup plus que l'humour, puisque j'ai produit même des concours de chant, des concours de talent. Et c'est vraiment tout ce qui va toucher au spectacle sur Cannes et sa région. Et ben voilà, c'est les humoristes de Cannes qui peuvent proposer ça. Voilà, c'est super. Et puis j'ai fait n'importe quoi en termes de comptabilité au niveau du Cannes Comedy Club, donc c'était bien de lancer une nouvelle association aussi. Voilà. Alors, la vie d'artiste en 2020, c'était comment? Question suivante. Non, c'était catastrophique. Alors, beaucoup de remises en question, beaucoup d'écriture, beaucoup de projets. Et comme le disait Estelle tout à l'heure, c'est vrai qu'à chaque fois, on projette de faire quelque chose. Le mois suivant, tu as un Premier ministre qui te dit « non, on reste fermé ». Ah mince. Et 2020, ça a été vraiment catastrophique. C'est dur et on en a déjà parlé tout à l'heure. Psychologiquement, très, très compliqué. Très, très, très compliqué pour tous les artistes. Et moi, je vois, j'ai des potes chanteurs, musiciens, DJ, etc. C'est la merde. Et même moi, je sais pas Estelle comment elle le sent, mais même moi, je me suis plutôt, depuis tout à l'heure, tu vois, je suis en mode des bilous et j'ai de l'humour. Même moi, je me suis surpris à devenir un peu méchant. Pas méchant, mais je m'énervais pour pas grand-chose, en fait. Ouais, d'habitude, je m'énerve que dans ma voiture. Vraiment, j'insulte tout le monde. Mais là, cette fois-ci, je m'énervais contre ma femme. J'ai tabassé Estelle. Hein, voilà, il y a des preuves. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça a été très, très dur. Très, très dur pour les artistes. Et Estelle, voilà, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je pense que tu vas me parler de 2021 dans quelques instants. Exactement, ouais, tout à fait. 2021, Inch'Allah, comme on dit en Auvergne. On espère que ça va vite s'arranger. Donc vaccinez-vous, faites trouver des solutions, portez les masques. Il faut qu'on arrête un petit peu parce qu'on ne tiendra pas une deuxième année. Voilà, clairement. Voilà. On continue dans les sujets qui fâchent. Vas-y, sujet qui fâche. Tu penses quoi des salles de spectacle qui restent fermées encore et encore Oui, là je me sens pas bien. C'est trop de questions.
Alors, je vais prendre mon petit avis de Estelle, petite lycéenne. Je pense très sincèrement qu'on a autant de chances d'attraper le Covid, que ça soit au lycée, que dans un théâtre, voire moins de chances, puisqu'il faut savoir que dans un lycée, certes, le masque est obligatoire, mais les distances ne sont pas forcément toujours respectées. Alors depuis octobre, on a fait en sorte que ça le soit un maximum, mais ce n'est pas toujours. Alors que dans un théâtre, maintenant, on nous prend systématiquement la température à l'entrée. Il y a toujours des distanciations sociales respectées avec un masque. Et nous, sur scène, on n'a pas trop de... Même si on postillonne, on n'a pas le moyen... Enfin, on a la distanciation qu'il faut, donc je trouve ça vraiment très très bête de laisser tout ça fermé, puisqu'il y a bien sûr les artistes qui en souffrent, mais il y a également tous les gens qui eux, en fait, se sont rendus compte avec le Covid qu'on n'était peut-être pas si non essentiel que ça, et qu'ils avaient besoin de venir se divertir. C'était pas dans un théâtre, même au cinéma. Je pense que les gens commencent vraiment vraiment à souffrir, et que ça manque vraiment à tout le monde, que ce soit aux artistes ou aux autres, de ne pas pouvoir avoir ce contact différent. Juste en quelques secondes, je pense que, effectivement, Estelle le dit, je pense que la situation est très, très, très mal gérée. On pourrait laisser vraiment les théâtres, on l'a prouvé, qu'on pouvait mettre un siège sur deux avec le port du masque, on l'a fait cet été. Et je suis en colère, je pense, enfin après c'est mon avis, hein, je ne suis pas un spécialiste, d'ailleurs comme le gouvernement qui n'est pas du tout spécialisé là-dedans non plus. C'est très mal géré cette situation, franchement. Et il y a des choses qui sont incohérentes quand on voit, par exemple, dans des grands magasins les uns sur les autres ou dans le RER. Alors, je prends peut-être les exemples typiques, mais moi, je vois ici à la MJC Picou, dans d'autres salles, on a pris toutes les mesures et je ne comprends pas, il y a d'autres pays qui le font, comment ce n'est pas possible de trouver des solutions, même plein air. Et encore une fois, on interdit, par exemple, dans un autre sujet, les remontées mécaniques qui sont en plein air, mais au même moment, sur les escalators d'un grand magasin, on est les uns sur les autres à se postillonner dessus. Moi, je vois comment les gens sont parqués dans les supermarchés et que nous, on nous empêche de faire notre spectacle. Surtout qu'on l'a prouvé, on a fait plein de choses géniales ici à Pico, et on était un siège sur deux, voire un siège sur trois. Aujourd'hui, on trouve des solutions avec des caméras. On peut trouver des solutions. Donc, effectivement, comment moi je le vis, qu'est-ce que j'en pense? Je suis en colère, voilà, clairement. Et on est beaucoup dans le monde du spectacle, du tout petit comme moi au gros producteur. On ne comprend toujours pas pourquoi on nous laisse pas tout simplement divertir les gens, travailler. Voilà, alors qu'il y a des vraies solutions. Voilà, question suivante. Je suis énervé là. Ouais, on va quitter un peu ce sujet-là. Voilà. Merci. Vous pensez quoi de la fameuse phrase qui dit que l'on peut rire de tout? Il y en a un qui a dit une fois, vaut mieux rire de tout que d'en pleurer. Ou il y en a qui disent on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Moi, je pense vraiment qu'on peut rire de tout, clairement. Et si on commence à se mettre maintenant des limites, c'est la fin de tout. Parce que si tu commences à dire non, mais alors, par exemple, ça se fait pas de faire des blagues sur toi. Ok, très bien. La prochaine fois, on va pas faire des blagues sur Estelle, on va pas faire des blagues sur cette bouteille d'eau. Et on commence à nous priver un peu de la liberté d'expression. Je pense qu'après, effectivement, il y a des blagues qui peuvent faire de la peine, mais du coup, c'est pas une blague. Une blague qui va être soi-disant raciste. Si tu parles qu'elle est raciste, c'est que c'est pas une blague. Normalement, une blague doit faire rire. Alors après, ça a des gens qui vont dire ouais, mais c'est raciste, d'autres qui vont dire c'est de l'humour. Alors, quelle est la limite? Moi, pour moi, on peut vraiment rigoler de tout. Mais à partir du moment où ça ne fait pas rire, c'est plus de l'humour. Par contre, si ça fait rire, c'est bon. Pour moi, vraiment, je suis un vrai partisan de... On peut vraiment rire de tout. Et des fois, je vois tout à l'heure, on parlait de l'association du papa d'Estelle. Et donc, par exemple, l'handicap, Estelle en parle beaucoup. Nous, on a eu un handicapé qui est venu nous voir et qui nous a dit, écoutez, on est vraiment très contents. On voit quelqu'un avec une chaise roulante arriver, on se dit, tiens, il va nous prendre la tête. Et bien, pas du tout. Ce monsieur était très content. Il a dit merci de parler des handicapés parce qu'on parle pas assez de nous. Moi, je suis une personne normale. Je dis mais je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. Nous, c'est pour ça qu'on parle de vous. Et ça nous a fait plaisir. Et malheureusement, la plupart du temps, ce qui est triste dans cette question, c'est que c'est pas les gens concernés. Quelqu'un qui va dire ouais, c'est une blague raciste, homophobe, il va même pas être homosexuel ou issu d'une communauté. C'est quelqu'un qui est bien pensant. Et ça, c'est ce qui nous tue dans notre monde, c'est la bien-pensance. On leur a rien demandé. C'est des gens qui sont dans leur petit quartier, comme ça, qui ont décidé de pondre des trucs qui énervent les gens, qui montent les gens les uns contre les autres. Et depuis maintenant quelques années, on voit que, même moi, pourtant qui n'ai pas de limite, des fois je réfléchis à deux fois. Est-ce que cette blague je la fais parce que je veux pas mettre en danger ma carrière ou ma structure ou les petits jeunes? Et c'est dramatique. Mais encore une fois, oui, on peut rire de tout. Oui. Non, mais même si on rigolait pas de tout, franchement,
Ça serait très très long, vraiment. Hein. Non, c'est important de rigoler de tout. Bien sûr, il faut rire de tout. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Je fais ça avec mon papa qui est atteint d'une maladie. Je vais faire ça avec ma maman, bon, qui elle n'est pas atteinte d'une maladie. mais mais c'est important de rigoler de tout. Il faut rire de tout. Il faut prendre du recul sur chaque chose qu'on va dire. Bien évidemment, à partir du moment où la blague blesse, comme Anthony l'a dit, c'est plus de l'humour. Si on va pas, enfin, et je pense que stand-upper ou toutes les personnes qui sont dans le milieu de l'humour le savent et c'est juste ça, c'est juste qu'il y a des gens qui sont là juste pour provoquer et être méchants. Sauf que pas tout le monde n'est comme ça et il faut pas oublier que quand on fait un spectacle, on est des personnages. La personne qu'on est sur scène n'est pas la même personne qu'on est dans la vraie vie. Sur scène, je vais dire des choses que je ne dirai jamais tous les jours. Donc ça, c'est super important de le savoir aussi. C'est de l'humour, c'est de placer dans un contexte, dans une salle, enfin quand ça existe encore, le spectacle. Voilà. Ah oui, pardon, c'est à moi. Elle Non, était tellement à fond. J'étais absorbée par Je vois que le temps tourne, on va peut-être passer à la Oui. dernière question. Une dernière, il m'en reste 3. T'en restes 3 Ouais. Vas-y. C'est possible. Pose les 3 d'un coup et on répond d'un coup. Les 3 d'un coup, très bien. Je vous Vas-y. les pose, vous répondez dans l'ordre. Vas-y. Il faut vous rappeler. Ouais. Alors, un humoriste préféré? Ok. Êtes-vous toujours un cœur à prendre? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour la Saint-Valentin? Je commence. Alors, mon humoriste préféré, il y en a tellement. Moi, je prends souvent comme exemple Mathieu Madénian. Pourquoi? Parce que sur scène, il me tue, c'est-à-dire qu'il y a un rire toutes les 4-5 secondes. Nous, on a la chance de le connaître à titre personnel. Et c'est un mec extraordinaire, c'est un mec qui a tout compris au métier, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est comme voilà, il est là. Moi, je l'ai vu sur un festival, il allait au bar du coin avec tout le monde, il discutait. Je ne suis pas en train de dire que tu es un alcoolique, Mathieu, attention. Hein. C'est juste qu'il y avait une buvette et qu'il a commandé avec les autres. Moi, je connais des artistes en fait, qui vont rester dans leur loge, qui ne jouent pas du tout le jeu, qui vont se faire livrer. Non, lui, il va avec les gens, il discute. Je l'ai vu jouer à Menton. À Menton, il y avait 1000 personnes. Il a fait hey, les Mentonnais, à la fin, je vous attends. Bon, après, ils vendent un livre à côté. Hein. Mais les 1000 personnes sont venues et il les a toutes rencontrées. Je trouve ça, c'est génial. On a passé plus de 2h30 quoi. Et à discuter avec les gens, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, sur scène et en dehors. Donc, ça, c'est Mathieu. Est-ce que je suis un cœur à prendre? Non, je vous l'ai dit. Je suis marié avec une Russe. Après, ce qui se passe à Pico reste à Pico. Non, je rigole. Ça, faudra pas mettre. Hein, faudra pas mettre. Et ce que je fais pour la Saint-Valentin, je resterai chez moi à partir de 18h. Alors moi, mon humoriste préféré, je l'ai déjà dit, donc il y a Anthony Joubert parce qu'il est vraiment très humain, très gentil, puis il est drôle aussi. Laura Lone aussi parce qu'elle n'a pas de limite et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez elle, le fait qu'elle puisse tout dire et puis ce qui prouve que les apparences sont parfois vraiment très 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 trompeuses. Suis-je un cœur à prendre? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que je fais pour la Saint-Valentin? Ça va partir sur un petit Bridget Jones dans mon lit avec un pot de glace. Je pense que voilà, 18h chez moi, toute seule. Et on rappelle pour Estelle que la Saint-Valentin, c'est pas plus de 6 à la maison. Voilà. Alors, c'était la dernière question. Ouais, c'était totalement la dernière question. Peut-être que certains s'attendaient à un sketch. Nous, aujourd'hui, on a vraiment voulu montrer qui on était, parler de tout ça, parce que le 13 février, en fait, ici, sur cette scène de la MJC Pico, Studio 13, voilà, ici, Estelle le montre, on va faire un spectacle. On va venir, Estelle et moi, avec d'autres copains, et on vous promet un spectacle de fou, en direct. On ne sait pas s'il y aura du public d'ici là. Ça semble mal barré quand même. Mais on va jouer le jeu. On va jouer devant des caméras. Il faut savoir que c'est super compliqué, parce qu'on n'aura pas les rires. Nous, on a besoin du rire pour faire rire. Rire. Ouais. Rime riche. Mais le 13 février, on compte sur vous. Il va y avoir un live ici. Donc voilà, connectez-vous, partagez la vidéo. Ça va vraiment être drôle. On veut que le spectacle continue à vivre. Merci pour cette interview. C'était super. Pas de souci. On s'est bien amusé. Ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. Hein. Ouais, on était vraiment freestyle, comique. Mais c'est quand on reviendra pour parler un petit peu. Voilà. Donc on vous promet le 13 février, n'oubliez pas, là c'était la partie, on est un peu sérieux vite fait. Et le 13 février, on joue des parties de nos spectacles. Voilà, ici en direct. Le mot de la fin? 06 42 84. Ouais, elle a vraiment faim en fait. Hein. C'est impressionnant. Hein. Merci à tous les deux. Merci bye, à très vite le 13 février. Merci à vous. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain live le 28 janvier 2021 avec Geoffrey Cavalier de Black and White pour cette fois-ci parler plus de théâtre que de stand-up. Voilà, merci. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Clap.